Alors, joyeux anniversaire au master, enfin GHTP, ce n'est pas qu'un master, c'est une longue histoire. En préambule, une toute petite note autobiographique. Moi, je n'ai pas fait le master, mais j'ai fait le certificat d'études supérieures paysagères, le CESP, de l'École du paysage de Versailles, comme un certain nombre d'entre vous. Et c'était en 93-94. Mais c'était à cette occasion, je ne sais pas vous raconter ma vie, que j'ai découvert l'histoire des jardins à travers l'enseignement de Monique et de Jamie Cristelli. Et j'ai fait le voyage à Rome, en compagnie de ce qui était à l'époque le CEAA, Certificat d'études approfondies en architecture, jardin historique. Alors, le prétexte ou le point de départ de ce que je voudrais vous expliquer, c'est une occasion un peu éditoriale, puisque le fameux Que sais-je, l'art des jardins, que le grand latiniste Pierre Grimal avait rédigé en 1954, qui a été réédité plusieurs fois, notamment dans les années 1970, était épuisé de longue date et puis assez obsolète, ce qui fait que j'ai eu cette chance d'être sollicité pour écrire une nouvelle mouture complètement de l'histoire des jardins. Ce qui m'a amené à une certaine réflexion que j'avais amorcée de longue date et qui était déjà préparée par beaucoup de travaux de Monique Mosser sur qu'est-ce que c'est que l'histoire des jardins, qu'est-ce que c'est que l'histoire de l'histoire des jardins, et c'est ce dont je voudrais vous entretenir dans ce bref temps qui m'est imparti. Juste pour rappel, cette magnifique citation de Pierre Grimal dans une autre contribution fondamentale, qui est son article sur les jardins dans l'Encyclopædia Universalis en 1968. Le jardin a l'ambition d'être une image du monde. Il fait servir à ses fins la lumière du ciel, la fraîcheur de l'eau, la fécondité de la terre, les végétaux et les hôtes des forêts et des campagnes. Il est une mise en ordre du monde. Un jardin commence dès l'instant où une volonté humaine impose une fin immédiatement sensible aux objets naturels, c'est-à-dire à ce qui naît, croît et meurt selon les lois de la nature. On sent bien ici le latiniste qui a lu Aristote. Une statue emprunte à celle-ci sa matière et sa forme, le marbre ou le bois est aussi le modèle qu'elle représente animal, homme ou plante. Elle n'en possède pas la vie. La matière du jardin, au contraire, est libre et sa spontanéité échappe aux lois de l'homme. Donc, tout d'abord, la lente et progressive émergence d'une discipline scientifique. Ça va être des rappels, la plupart de ces choses que je vais vous montrer, de ces livres essentiellement dont je vais vous parler, ce sont des choses que vous connaissez, je pense, tous quasiment par cœur. D'abord, le fait que l'histoire des jardins s'élabore au cours du 19e siècle. Un des premiers jalons, c'est dans l'Encyclopedia of Gardening de John Claudius Loudon, publié pour la première fois en 1822. Vous avez sous les yeux la 4e édition de 1826, il y a eu énormément d'éditions. Contient, on le voit, je ne sais pas si j'ai la flèche, voilà, vous voyez, ça marche, une General History of Gardening in All Countries, donc une histoire générale des jardins par pays. Et ce texte sera traduit, adapté, notamment annoté par Étienne Soulanges-Bodin, donc autre botaniste, puisque Loudon, vous savez, était botaniste, en 1830, sous le titre Traité de la composition et de l'exécution des jardins d'ornement, contenant, après une histoire détaillée des jardins de l'Antiquité et des temps modernes, la théorie de la composition, etc., etc. Et puis, le jalon suivant, l'histoire des jardins en France, avec un livre fondamental qu'il reste encore à étudier en détail, et une figure, surtout c'est Arthur Mangin, donc, qui publie en 1867 Les jardins, histoire et description, texte qui sera réimprimé quelques années plus tard et refondu enfin en 1887 sous le titre Histoire des jardins anciens et modernes. Et cette figure d'Arthur Mangin, qui est une sorte de vulgarisateur, de polygraphe, qui va publier sur le bateau à vapeur, sur l'électricité, sur le télégraphe, dont les œuvres ont vraisemblablement été extrêmement étudiées par Jules Verne, qui en a fait la matière en partie de ses livres, cette modernité technologique. Mangin s'intéresse, c'est un Tourangeau, il publie d'ailleurs à Tours, chez Alfred Mann et Fils, qui est un des grands éditeurs de cette époque, cette histoire des jardins, avec je lis juste cet extrait de la préface, qui est magnifique.
Ce que j'offre aux gens du monde, aux artistes, à tous les esprits curieux de connaître dans leur développement successif et sous leurs formes diverses les créations du génie de l'homme, ce sont des récits, des descriptions et aussi quelques considérations que je puis bien appeler philosophiques. Car l'histoire des jardins a, comme tout autre, sa philosophie, sa moralité. Elle se rattache par des liens étroits à l'histoire des arts, des sciences et des institutions civiles, politiques et religieuses, des mœurs, de la civilisation en un mot, et de plus à l'ensemble des phénomènes inhérents au climat de chaque pays et à la nature de ses productions. L'histoire de la civilisation, évidemment, dans cette époque-là, on est quasiment au même moment que la fameuse histoire de la civilisation italienne, de la Renaissance italienne de Jacob Burckhardt. C'est vraiment un concept fondamental de l'historiographie. Et il rajoute, d'où l'on voit que son champ, l'histoire des jardins, est en définitive très vaste, que ses aspects sont très variés, et qu'un tel sujet peut bien, sans être épuisé à beaucoup près, remplir un gros volume. Ce qui se propose, un in-folio luxueux, publié avec beaucoup d'illustrations qui sont dues à une équipe de dessinateurs qui a été réunie spécialement pour le livre. Donc, ce sont des illustrations contemporaines, entre guillemets, je vous ai juste mis ici le début, les jardins de l'Antiquité, les jardins de premier livre, premier chapitre. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à lire, c'est une petite patte de mouche, mais peu importe. La table des chapitres, donc livre 1, les jardins de l'Antiquité, livre 2, je ne vais pas arriver à lire moi non plus, puisque je suis myope, les jardins du Moyen-Âge et de la Renaissance, livre 3, les jardins français, les jardins anglais, livre 4, les jardins de nos jours, anciens et modernes. Il va jusqu'à son époque. Il faut que je cause dans le micro, d'accord. Évidemment, Mangin est tourné vers l'avenir. Ce n'est pas uniquement l'histoire sert à comprendre le présent par le passé, le passé par le futur, le passé par le présent réciproquement, comme disait Marc Bloch. Donc, Mangin défend le jardin paysager, dont il imagine que c'est la forme qui va préfigurer l'avenir, ce qui est paradoxal puisqu'il y a un moment qui précède, évidemment, vous le savez, le moment du début du revival, de l'invention du jardin à la française, avec notamment la figure d'Achille Duchesne et sa mise en exergue par quelqu'un comme Lucien Corcochot. Alors, je ne pouvais pas ne pas évoquer la figure magnifique d'Édouard André, L'art des jardins, traité général de la composition des parcs et jardins de 1879, comme vous le savez tous, qui comporte un essai historique qui représente à peu près 1/10 du livre, qui est Édouard André se réfère en partie à Mangin. Tout ça a été très bien étudié par Monique dans le colloque sur Édouard André publié en 2001. Et Édouard André, vous le savez, a eu une activité d'enseignement à l'école d'horticulture, on en a une trace très belle, qui sont ses plans didactiques, je passe là-dessus, qui ont été l'un des supports de cet enseignement et qui ont été sauvés, qui ont joué aux archives des études. Alors, l'histoire des jardins donc, prend sa consistance au XIXe siècle et va s'épanouir au XXe siècle. Il faut rappeler, si on sort uniquement de la France pour voir un peu les choses au niveau international, un élément, un jalon fondamental qui est cette Geschichte der Gartenkunst de Marie-Louise Gotthein, une femme, donc c'est important de mentionner dans l'histoire des jardins, qui publie en 1914 ces 2 volumes qui sont très différentes du livre de Mangin, parce que d'abord les illustrations sont des illustrations documentaires et pas des illustrations imaginaires, fantaisistes des artistes de l'époque. Je vous montre juste une des premières pages sur les jardins égyptiens. Et puis, donc, le livre sera traduit en anglais en 1928, il a été traduit en italien en 2006, il est toujours édité en français, évidemment. A History of Garden Art, donc en 2 volumes. Voilà, je ne vous ai pas mis l'allemand, la table des matières, très compacte, dense, du premier volume, du premier tome de l'édition anglaise, Égypte ancienne, Asie occidentale dans les anciens temps, ancienne Grèce, l'Empire romain, les jardins byzantins et les pays islamiques, le Moyen-Âge à l'ouest, Italie au temps de la Renaissance et du style baroque, Espagne, Portugal au temps de la Renaissance, et ça continue, etc. Donc vous voyez, dans chaque fois, on combine, et c'est la mise au point d'une sorte de plan ou de périodisation, on va dire, un peu canonique de l'histoire des jardins, un découpage par grande aire culturelle, l'islam, l'Égypte,
n'évoque pas la Mésopotamie, mais qui est en cours de découverte à ce moment-là. Et puis, par période, par pays, France, Italie, Angleterre, et par découpage périodique, par époque, la Renaissance, l'âge baroque, etc. On ne parle pas encore d'âge baroque, on parle de Renaissance et enfin si, baroque style. On est au moment de Flynn a déjà travaillé sur cette question-là, donc on est dans cette mouvance-là. Alors, juste un petit mot sur le fait que Gotthein va se tourner. Elle était traductrice de l'anglais au départ, elle a travaillé sur la poésie anglaise romantique. Elle s'est convertie à l'histoire des jardins et elle a poursuivi son travail après la Seconde Guerre mondiale. Elle a fait beaucoup de voyages et elle a publié en 1926 ce livre sur les jardins indiens, qui est quelque chose qu'on ne connaît pas beaucoup. Alors, un mot sur les Français, sur cette poignée de précurseurs que vous connaissez tous, qui ont été à l'origine du développement de l'histoire des jardins en France dans l'entre-deux-guerres, essentiellement. Ernest de Ganel, bien entendu, qui compile, par exemple, qui laisse manuscrit, parce qu'une grande partie de son œuvre est manuscrite, aux arts décoratifs, son travail sur les jardins du XVIIIe siècle, on parlait de ce matin, et qui compile un manuscrit achevé à peu près au moment de la Seconde Guerre mondiale, en pleine Seconde Guerre mondiale, qui est sa bibliographie de l'art des jardins, publiée en 1989 et rééditée aux éditions de l'Imprimeur. Marguerite Charaja, qui fait une thèse sur les sculptures dans les parcs avant Versailles, qu'elle soutient en 1931. En 1930, juste avant, elle publie ce précis qui s'appelle L'Art des Jardins chez Garnier, et un travail qu'elle reprendra à sa retraite, une fois accompli sa carrière de conservatrice au musée du Louvre, au département des sculptures. Donc, L'Art des Jardins aux presses universitaires de France en 1962. Bien sûr, Pierre Grimal, par lequel j'ai ouvert mon propos, qui, rappelons-le, a soutenu sa thèse en 1943, enfin publié sa thèse en 1943, je n'ai pas la date de soutenance exacte, je crois que c'est à peu près la même année, donc sur les jardins romains, à la fin de la République et, j'arrive plus à me souvenir, aux 2 premiers siècles de l'Empire, c'est écrit tout petit, chez Picard, dans la bibliothèque de l'École française de Rome, livre qui sera réédité plusieurs fois, notamment la dernière édition date de 1984, Les Jardins romains. Donc ce grand latiniste qui publie aussi donc, le Que sais-je sur l'art des jardins en 1954, l'Encyclopédia Universalis, l'article de l'Encyclopédia Universalis dans les années 60, et puis évidemment, voilà l'image magnifique de Doisneau, Baltrusaitis et ce fameux tome 1 des perspectives dépravées, aberration que vous devrez tous acheter dès demain si vous n'avez pas lu et si vous ne l'avez pas comme livre de table de chevet. Alors, il se passe quelque chose évidemment dans les années 70-80. C'est par exemple ce que Rosario Assunto, ce philosophe italien qui était l'un des grands artisans de la redécouverte des jardins en Italie, a appelé le retour au jardin, il ritorno al giardino. Ce moment où, vous le savez, très, très riche, avec à la faveur de l'émergence de la conscience écologique, de la démocratisation des loisirs, de tout un tas de mutations sociales qui sont extrêmement bien comprises aujourd'hui, on a cette redécouverte des jardins et donc ce renouveau de l'histoire des jardins dont on peut saisir un certain nombre d'étapes. En 1971, le premier colloque annuel de Dumbarton Oaks, vous connaissez tous ce centre de recherche à Washington qui dépend de Harvard University. En 1972, toujours à Dumbarton Oaks, le lancement du Garden and Landscape Studies programme, donc programme sur les jardins et les paysages, qui est toujours en marche aujourd'hui. En 1981, bien sûr, la rédaction de la Charte de Florence adoptée en 1982, donc le jardin comme monument vivant. Et en 1990, une grande synthèse qui est une sorte d'aboutissement de la dynamique qui a été enclenchée par la Charte de Florence. Donc, il y a eu en 86, bien sûr, le Oxford Companion to Gardens, qui est une première étape, alors qui est un dictionnaire, qui est par ordre alphabétique, qui ne se préoccupe pas de questions de périodisation ou d'organisation géographique de sa matière. Donc, la grande synthèse communique avec Georges Teyssot et tout un groupe international, un comité scientifique, environ 80 auteurs, enfin 80 contributions sont réunies dans ce fameux
livre que vous connaissez tous, qui est publié d'abord en 1990 chez Electa, bien entendu en 91 chez Flammarion, mais aussi en 91 dans l'édition américaine, The Architecture of Western Gardens, en 91 dans son édition britannique, The History of Garden Design, et en 93, Die Gartenkunst des Abendlandes, l'art des jardins de l'Occident, chez Deutsche Verlagsanstalt. Dans la... Je regarde, on contrôle le temps. 20 minutes encore, c'est ça? Ouais. Dans la foulée de cette publication, il y aura beaucoup à dire sur la dynamique de recherche qui s'est enclenchée dans ces années 1990. Je prendrai juste un exemple sur lequel j'ai travaillé récemment, qui est vraiment, auquel j'ai assisté, c'est un des premiers colloques, qui était ce colloque de Vassivière en 1994, publié en 1995, Le jardin, art et de mémoire. Et je ne résiste pas à l'envie de vous lire quand même le 4e de couverture, qui est quelque chose de magnifique, donc publié sous la direction de Monique Neusser et Philippe Nice. Nous sommes à un moment de la culture humaine où, une fois encore, une fois de plus, tout semble vaciller. L'intérêt pour la mémoire grandit à la mesure des désarrois et des confusions. Une culture qui perd la mémoire ou qui la tue n'a pas d'avenir. Une culture qui n'offre pas les conditions de possibilité pour les renouvellements nés de se construire soi-même et de mourir en paix n'est pas une culture. Une culture devenue incapable de créer des lieux publics et privés dignes d'éloges et de vérité est incapable de vivre et de mourir. Elle ne fait que survivre. Une culture technique surpuissante qui détruit la beauté du monde en renverse le sens. Je pense qu'on pourrait méditer sur ce texte, sur ces paroles, encore aujourd'hui, de manière peut-être encore plus aiguë. Les jardins condensent en eux tous ces enjeux, historiques, métaphysiques et esthétiques. Ils sont aussi politiques et touchent au cœur de la construction symbolique de l'être chez soi dans le monde, du voyageur anonyme sur la terre. Penser le jardin et son art comme un art et un lieu de mémoire consiste à construire un sens historique pour le monde contemporain. Alors, quelques repères sur la manière dont l'histoire des jardins s'institutionnalise dans ces années 1970, 80, 90 et 2000 en tant que discipline. Alors, un des marqueurs, quand on fait de l'épistémologie, de l'autonomie d'une discipline, ce sont les supports éditoriaux, les revues, les séries, les collections, etc. La série des colloques sur l'histoire de l'architecture du paysage de Barthes-Knox, donc le premier, je l'ai montré tout à l'heure, c'est 71, c'est sur les jardins italiens, c'est publié en 72, donc commence cette collection qui est toujours active. Garden History, la revue britannique, anglaise, à partir de 72. Journal of Garden History, la revue américaine, en 81, et elle devient en 98 Studies in the History of Gardens and Designed Landscapes, donc l'extension à la question du paysage, qui est évidemment une problématique extrêmement importante. La revue allemande, Die Gartenkunst, à partir de 89. En 95, c'est le premier volume, qui ne fait pas encore partie de la collection naît juste dans sa foulée, à partir du jardin art et de mémoire du colloque de Vassivière, donc la collection Jardin et paysage, aux éditions de l'imprimeur, une petite coquille, dirigée par Philippe Nice et Monique Neusser, donc qui va perdurer jusqu'en 2006 au moment du dépôt de bilan de l'imprimeur. 98, le début des Penn Studies in Landscape Architecture à Philadelphie. Giardini e Paesaggio à partir de 2000 chez Olszki, donc pour l'Italie. Topiaria Helvetica, la revue suisse, à partir de 2001. Et puis, évidemment, comment ne pas mentionner ici, et saluer notamment Marie-Hélène Belletière, qui a été sa rédactrice en chef, la magnifique aventure de Polia, revue de l'art des jardins, entre 2004 et 2008. Quelques exemples de Barthes-Knox, vous les connaissez sans doute, ces volumes, ils sont extrêmement intéressants. Quand on regarde sur toute la chronologie depuis 72, comment évoluent les problématiques, les intitulés, les sujets de ces colloques qui ont lieu tous les ans au mois d'octobre. Cette année, c'est sur les femmes noires jardinières. C'est très, très précis cette année. C'est très en lien avec ce qui s'est passé à la Biennale d'architecture de Venise, etc. Donc, sur les villas anciennes, éditées par Elizabeth McDougall, qui était une grande historienne des jardins américaine en 81, 93, j'ai juste pris quelques exemples.
Sous la direction de John Dixon Hunt, bien sûr, ce grand historien des jardins anglo-américains, et Joachim Folke-Bouman de Vernacular Garden, le jardin vernaculaire, le jardin ordinaire, j'y reviendrai à la fin de mon propos, Technology in the Garden en 2014, ou encore un peu plus récemment, dirigé par Lee Fairchild Douglas, une des grands spécialistes des jardins islamiques, Sound and Scent in the Garden, le son et la senteur dans le jardin. Donc on voit comment on passe d'aires chronologiques, géographiques assez circonstanciées, délimitées, à un travail plus thématique sur des problématiques qui traversent toute l'histoire des jardins. À signaler évidemment la collection Ex Ortho de Norbert Knox, donc une publication de sources. Juste un exemple, c'est l'anthologie de la littérature de jardin chinoise, publiée en anglais en 2020, qui est un énorme volume. Sur les sources, bien sûr, on a eu en France le travail assez important de Michel Baridon, les jardins, paysagiste, jardinier, poète, en 1998. Et puis, il faudrait parler, je n'ai pas le temps de le faire, mais vous connaissez tous cette question-là, de l'aventure des pré-inventaires à partir de 1982, c'est-à-dire donc en marge, ou en parallèle plutôt, disons, d'une histoire théorique, académique, universitaire, la recherche sur le terrain, la question d'une méthodologie unifiée qui est notamment, qui se cristallise dans le travail de Marie-Hélène Bentière sur le vocabulaire typologique et technique du jardin, publié en 2000, et sur cette grande aventure qui aboutit aujourd'hui. J'ai fait le décompte, on a parlé avec Monique ensemble, sur combien il y a de jardins dans Aventurier en France, c'est à peu près 25 000. Si vous prenez la base Mérimée, vous cochez par type de bien, jardin d'agrément, jardin potager, bon, c'est pas très scientifique comme approche, mais on s'en sort à peu près, vous trouvez 25 000. Donc c'est à peu près le nombre de jardins qui ont fait l'objet de fiches en France. C'est quand même intéressant de le savoir. Alors, j'avance et je m'intéresse donc aux histoires générales des jardins. Comment périodiser, comment raconter, parce que l'histoire c'est bien une question de récit, ce qu'est l'histoire des jardins à travers les siècles et à travers les pays. Quelques exemples. Penelope Hobhouse, donc une Anglaise, qui publie en 1994, et traduit immédiatement en français, l'histoire des plantes et des jardins, un livre qui a toute une aventure, qui va être réédité, remanié, etc., pour devenir The Story of Gardening, publié avec Ambra Edwards en 2019, donc un volume assez conséquent, qui, voilà la table des matières, le caractère à gauche, vous connaissez tous, s'intéresse donc aux origines du jardinage, jardin de la Grèce ancienne et de Rome, jardin d'islam, jardin médiévaux de la chrétienté, la Renaissance en Italie, l'âge baroque en Europe, les voyages des plantes, le jardin paysager anglais, les jardins éclectiques au XIXe siècle, les Amériques, les jardins de Chine, les jardins japonais, du naturalisme au modernisme, je cite bout à mot, vision du futur sur le XXIe siècle, qui est un découpage assez intéressant, qui reflète, on le voit, la manière dont Mongin, dont Gottheim avait commencé à baliser cette manière un peu canonique, entre guillemets, de raconter l'histoire des jardins. C'est ce que vous retrouvez dans des livres remarquables, par ailleurs, hein, je ne critique pas du tout, donc dans le travail de Pierre Bonnecher et de Bruyne, L'art et l'âme des jardins, en 98, ou plus près de nous, dans cette histoire des jardins que propose Philippe Prévost, éditions Ulmer, en 2016. Alors là, il faut se poser des questions quand on fait l'histoire des jardins. Qu'est-ce qui est en jeu? Il y a cette question du récit, j'ai annoncé tout à l'heure, qui est fondamentale, sur laquelle nous avons invité à réfléchir Paul Venn, donc on écrit l'histoire en 1971, Michel de Certeau, bien entendu, dans l'écriture de l'histoire, en 1975. Comment cette question de l'intrigue, pour reprendre le terme de Paul Venn, le terme aristotélicien, justement, qui renvoie à la poétique d'Aristote, comment le mythos, l'intrigue, est mis en récit par le travail de l'historien. Faire l'histoire, c'est raconter. Donc raconter dans un certain ordre, donner une certaine progression, expliquer pour comprendre. Alors, de ce point de vue-là, ce qu'on peut considérer, c'est qu'il y a un affinement méthodologique qui s'est forcément
qui a été rendu possible par l'avancée de la discipline et par l'accumulation d'une certaine masse critique de travaux, notamment l'élaboration d'une histoire culturelle des jardins, qui renvoie, évidemment, il y aurait, là je schématise beaucoup parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais il y aurait à voir comment cette histoire des jardins, elle interagit avec l'histoire de l'art, elle interagit avec la géographie, avec l'histoire très large du terme, etc., etc. Je parlerai juste de l'archéologie dans un instant. Il y a donc une histoire culturelle qui est, quand on prend Gombrich ou les travaux de Peter Burke ou la synthèse de Philippe Poirier, qui est quelque chose qui s'est développé à partir des années 60-70 et surtout dans les années 90-2000. Donc on en a des répercussions dans la manière de raconter l'histoire des jardins. Elizabeth Barlow Rogers, par exemple, en 2001, Landscape Design, A Cultural and Architectural History, qui reprend un découpage par période, par ère chronologique. Mais ce qui est intéressant, c'est que la moitié du livre est sur le 19e et 20e siècle. Donc il y a vraiment l'accent est mis sur la période contemporaine. En 2013, c'est 6 volumes de A Cultural History of Gardens, publié sous la direction de John Dixon Hunt et de Michael Leslie. Voilà le découpage en 6. Alors c'est compliqué parce que c'est une série qui s'appelle A Cultural History of. Il y a le vin, etc. Enfin, tous les domaines possibles sont divisés. C'est chez Bloomsbury. Ça coûte extrêmement cher comme livre, mais donc, c'est pas très bien illustré, il faut le dire. Mais donc, les jardins dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, à la Renaissance, 1400-1700, c'est une Renaissance très longue, l'âge des Lumières, l'âge des Empires, l'âge moderne. Et dans chaque volume, vous avez le même découpage, les mêmes chapitres, qui sont confiés à des auteurs différents. Donc, le design, composition, tracé, type de jardin, les plantations, usage et réception, représentation visuelle, représentation textuelle, signification, les jardins dans le grand paysage. Alors, il y a une évolution de l'histoire des jardins qui est évidemment liée à d'autres co-disciplines, et notamment, vous le savez tous, l'archéologie. Quelques rappels rapides. Là-dessus, il y a bien sûr le manuel de Source Book for Garden Archaeology dirigé par Amina El-Chamalek, qui est américaine, qui travaille à Paris, en France, qui est un manuel donc, sur les différentes méthodologies de l'archéologie des jardins, en 2013. Une archéologie qui est née dans les années 30, notamment avec la fouille en 1934 du temple d'Héphaïstos à Athènes par Dorothy Burr Thompson. Il y a beaucoup d'archéologues femmes, d'ailleurs, dans cette histoire d'archéologie. Voilà, donc on a découvert les trous de plantation de ce jardin qui a été aménagé au IVe siècle avant Jésus-Christ, pour notre ère. Bien entendu, Wilhelmina Jaschemski à Pompéi, à Bosco Real et à Plantis à partir de 61. Et je vous signale, c'est pas très vieux, que de Jaschemski à titre posthume, avec d'autres auteurs et à nouveau Amina El-Chamalek, a été publié un grand livre de synthèse sur les jardins dans l'Empire romain en 2017, sur Cambridge University Press. Et puis le travail d'Anne Liman, bien sûr, en France, à partir d'un exemple, ça commence dans les années 1990. Je vais juste prendre Vadry, pour vous montrer au moins un jardin quand même, pour rester uniquement dans les couvertures de livres. Donc Vadry, vous connaissez tous ces planches du cerceau. Ce jardin réalisé dans un lit de rivière, l'Orvanne, qui fait partie, je crois, de l'Atlas. Il fera partie de l'Atlas, avec donc ces planches qui nous montrent quelque chose qui est, un jardin désaxé par rapport au château. Et en fait, le jardin est installé dans le lit de la rivière, avec toute une gestion des ressources hydrogéologiques à l'échelle du bassin versant. C'est ce qui a permis de montrer le travail d'Anne, donc sur la régulation des flux d'eau, de la nappe phréatique à travers de jeux de murs qui sont soit étanches, soit perméables au niveau de leur fondation, qui régulent la manière dont l'eau circule, et un schéma donc, qui montre que le jardin est une structure fondée. Donc à partir de l'archéologie des jardins, et c'est très vrai en France, il y a peut-être une spécificité française de l'approche des jardins de ce point de vue-là, dans ces années 90-2000, et dans le master a été très moteur dans cette histoire-là. On s'est intéressé à l'in situ, au jardin comme réalité physique fondée,
comme, on pourrait le dire, anthroposystème. Vous savez qu'on parle d'anthroposystème en archéologie comme on parle d'écosystème en écologie. Et il faut rappeler très vite aussi le travail de Françoise Boudon, par exemple, qui est fondamental, qui a, en lien avec les fouilles d'Anne-Aliment, qui a fait ce travail systématique de report, de restitution des plans, notamment du Cerceau, sur les grands jardins du XVIe siècle français, ce qu'elle a appelé, ce qu'elle a découvert, ce qu'elle a inventé comme formule, comme catégorie des jardins d'eau, dont vous avez ici Valérie à nouveau sous les yeux, en le mettant sur le fond topographique. Ce qu'on fait tous aujourd'hui, on est tous habitués à faire ça, mais ça a été une des premières à le pratiquer. Alors, j'en viens pour terminer à l'histoire environnementale des jardins, la manière dont on a, depuis les années 2010 en gros, un nouveau regard qui est lié évidemment à l'écologie, qui est lié au développement des humanités environnementales, à la question des humains et des non-humains. Les non-humains, vous savez, c'est les vivants, c'est les animaux, les plantes, les esprits aussi. Donc, le travail sur Chantilly d'Olivier Damé, Serge Briffaut, Emmanuel, toujours son nom, je n'arrive pas à le dire, c'est pas grave, Emmanuel qu'elle me pardonne. Oui, bon. Le travail de Grégory Quenette, donc, qui publie conjointement, pratiquement, c'est son habilitation de la recherche, son travail sur l'histoire environnementale et son histoire naturelle de Versailles. Donc, je vais passer là-dessus, on n'a pas le temps. La Natural History of the English Gardening de Mark Laird en 2015. Ou encore, un peu plus près de nous, la thèse de Jan Tynowiecki sur Paris en ses jardins, nature et culture urbaine dans Paris au XVIIIe siècle, ou l'an dernier, le numéro spécial du XVIIIe siècle, climat et environnement, co-dirigé par Laurent Châtel, ou encore le livre de Louisa Jones, Le jardin ensauvagé, prendre part à la limite du vivant, qui comporte toute une partie historique, qui est aussi un manifeste, plus théorique, plus pratique, mais donc sur cette question du jardin et du sauvage. Alors, pour finir, comment synthétiser plusieurs siècles, voire plus de 5 millénaires à l'échelle mondiale? Eh bien, déconstruisons la périodisation héritée de l'historiographie du XIXe siècle. C'est ce qui a été proposé, par exemple, dans une exposition problématisée qui bouscule la diachronie, qui est une exposition que vous avez tous vue, Jardin au Grand Palais en 2007, le commissariat de Laurent Lebon, Marc Janson et Colline Zélal. Dans l'exposition, une autre exposition en Suisse, dirigée par Michael Jacob, Des jardins et des livres, une exposition chronologique qui bouscule la géographie, puisque vous avez, par exemple, côte à côte, Murasaki Shikibu, le dit du Genji, un des grands chefs-d'œuvre de la littérature japonaise, et Éric Lénide de Chrétien III. Parce que c'est quasiment la même date. Les traités de jardin, les livres de jardin, les écrits sur les jardins sont mis les uns à la suite des autres par ordre chronologique. Je mets juste Duchesne sous les yeux de Marc-Antonio Davray ou Duchesne pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, on en arrive à cette very short introduction à l'histoire des jardins de Gordon Campbell, publié en 2016, et réédité en 2019, donc c'est ce que j'appelle le que sais-je anglais, chez Oxford University Press, qui, lui, travaille par aire géographique, la France, l'Italie, mais pas uniquement la France au XVIIe siècle, pas uniquement l'Italie au XVIe siècle, pas uniquement l'Angleterre au XVIIIe siècle, mais qui reprend toute l'histoire, en 150 pages à peu près. C'est un livre extrêmement intéressant. Et donc, pour finir, comment arriver à une approche thématique, problématisée, holistique, généraliste, et ce que j'appelle polychronique, c'est-à-dire une histoire qui déconstruit chaque période, qui défait le fil diachronique pour s'intéresser à des problématiques qui sont déroulées à chaque fois, si possible, du début à la fin. Je ne dis pas des origines, parce que je déteste ce mot aujourd'hui, mais du début, d'un commencement à un aboutissement qui est, si possible, le temps présent. Alors, c'est ce que j'ai essayé de faire dans Jardin de sagesse. C'est ce qu'on a fait avec Monique dans l'imaginaire des grottes. Et donc, inspiré entre autres par cette histoire de l'alimentation de Jean-Pierre Villot et Gilles Fumet, qui a été publié en 2021, donc chez que sais-je, que j'ai imaginé
Voilà, alors j'ai appris ce matin en regardant sur Internet, normalement le livre devait paraître le 1er novembre, vous imaginez que c'est impossible, il me reste un chapitre à finir. Le livre paraît le 6 mars, donc voilà, tout va bien. La couverture, pour l'instant, choisie par l'éditeur, on n'en a pas discuté, c'est celle-ci, c'est compliqué, Villandré, vous savez bien, donc je ne sais pas, on va en discuter. En tout cas, voilà ce à quoi j'arrive, créer et entretenir un jardin, le tracé, la terre et l'eau, et le vivant. Donc, une manière de réarticuler les problématiques en traitant les choses de manière thématique. Et à chaque fois, en essayant de mettre un peu de... Enfin, c'est de la cuisine, hein, historiographique, un peu de Chine, un peu d'Angleterre, un peu de France, etc., pour construire un récit qui essaie d'échapper notamment il y a toute une partie là-dessus, aux stéréotypes stylistiques. À ces stéréotypes stylistiques, jardin à l'italienne du XVIe siècle, jardin à la française du XVIIe, jardin à l'anglais du XVIIIe siècle, qu'on a hérité du XIXe, du XVIIIe et du XIXe, de Walpole, de Ross Walpole, et toute la construction en même temps que se fabriquaient les nations européennes. Alors, pour conclure, quelque chose qui m'a beaucoup intéressé en faisant ce travail, et qui est, à mon avis, assez typique de la manière dont le regard s'est déplacé depuis ce qu'on appelait l'art des jardins, Gartenkunst, qui était donc le jardin vu sous l'angle esthétique, qui est une construction, là aussi, qui remonte au XVIIIe siècle, hein, à la théorisation des jardins modernes, pittoresques, irréguliers, comme on pourrait les appeler. On s'intéresse aujourd'hui à ce qu'on appelle les jardins vernaculaires, les jardins ordinaires, pour reprendre la magnifique expression de Françoise Dubost, qui sont en fait les jardins des origines. J'ai utilisé mon je ne l'ai pas utilisé, qui sont des jardins des premiers temps, qui sont documentés. Les jardins mésopotamiens, je vous montre ce que vous connaissez sans doute, donc il y a ce fameux vase du Ruk, qui est un des premiers documents. C'est ce qui se passe ici. Voilà, vous avez donc de la végétation stylisée, on considère que c'est une des premières représentations de jardin, verger irrigué. On est là dans l'époque de Sumer, vers 3000 avant notre ère. Et bien en fait, ce sont des jardins qui sont, avant d'être les grands jardins palatiaux liés à la naissance des États, à la constitution des sociétés hiérarchisées, etc., liées à l'essor de la culture céréalière, etc., tout ce que un anthropologue comme James Scott a déconstruit dans Domesticus il y a quelques années. En fait, c'était des jardins ordinaires, c'était des jardins de production, c'était des jardins d'ouvriers, c'était des potagers, des vergers. Et c'est ce qu'on retrouve partout dans le monde. Quasiment, des jardins, il y en a partout. Il y en a par exemple là où l'œil occidental ne les perçoit pas, en Amazonie. On a l'impression que tout ça, c'est de la forêt et qu'au milieu, il y a juste quelques maisons. Et en réalité, on est chez les Achuar du Pérou, bien entendu étudié par Philippe Descola dans sa thèse, et dans un magnifique livre issu de sa thèse qui est Les Lances du crépuscule, je vous invite tous à lire, il y a cet intérêt pour les jardins du quotidien qui sont indissociables, je crois que c'est ce qu'il faut avoir en tête, des grands jardins qu'on a l'habitude de mettre en avant, les jardins des élites. Et je finirai sur cette image d'une jardinière Achuar. Merci de votre attention. Merci beaucoup Hervé. Peut-être qu'on s'installe, si l'un ou l'autre a des questions, il y a maintenant des micros. Peut-être si tu peux décaler là pour qu'on s'installe, s'il y a des questions. Alors, Hervé, une petite question. Tu parlais de phonologie. Oui. Et j'ai eu l'occasion de faire des visites de jardin pour l'école du Louvre. Et j'avais découvert une partie qui n'a pas du tout plu parce que les gens ont cette habitude du début vers le présent. Mais quand on visite un jardin et qu'on a parlé des temps passés, je partais de l'école contemporain pour retourner dans le passé. Les gens sont perdus, complètement. Mais je trouvais ça un peu plus logique et peut-être plus. Pour éviter les glissements du terrain, d'utiliser des stéréotypes dans le vocabulaire, et d'associer
comme quelque chose que l'on voit une réalité passée qui n'existe plus. Enfin, voilà, ça me semble très pertinent, c'est on voit ce que Marc Bloch, je citais rapidement tout à l'heure son nom, ça c'est dans l'histoire du paysage, cette adaptation du paysage, Marc Bloch est assez incontournable, en 1931, dans le caractère originaux de l'histoire rurale française, il a été théorisé comme histoire régressive, c'est-à-dire on part du présent, on remonte les touches, comme les archéologues.